On va essayer de les réveiller. Ok, bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir et de commencer donc cet après-midi. Donc on va essayer d'y aller en douceur, mais en même temps d'essayer de vous intéresser le plus possible pour commencer cet après-midi. Donc j'ai Arnaud Versavo, je vais commencer par me présenter et après présenter Michel. Donc on a une petite demi-heure ensemble pour adresser le sujet intéressant, mais en tout cas j'espère qu'il va attirer votre curiosité de la valorisation en tout cas des actifs immobiliers en massifiant les économies d'énergie. Et notamment, vous le savez, il y a un environnement financier, réglementaire assez contraint, un contexte économique difficile. Donc, on va explorer ensemble avec Michel des leviers de financement un peu innovants. Et il nous paraissait, nous, en tant que bureau d'études, et là, je vais faire le lien avec la présentation de Sobre Énergie, en tout cas, d'explorer pour les maîtres d'ouvrage des solutions de financement, notamment qui sont associées à des économies d'énergie, d'où le lien avec le bureau d'études Sobre Énergie. Donc Sobre Énergie, juste pour vous redonner quelques éléments assez succincts sur ce que fait Sobre Énergie. Sobre Énergie, c'est un bureau d'études, mais en même temps un éditeur de plateforme de gestion d'énergie des bâtiments tertiaires. C'est-à-dire qu'à la fois on fait de la prestation de services en tant qu'auditeur et en même temps en tant qu'energy manager. C'est un terme qui est devenu de plus en plus commun, en tout cas pour les maîtres d'ouvrage maintenant, c'est-à-dire aider les maîtres d'ouvrage en défendant leurs intérêts pour réaliser des économies d'énergie, que ce soit par des travaux ou que ce soit par des actions sans travaux. Voilà, sachant que bien sûr, nous ne réalisons pas de travaux nous-mêmes, bien sûr. Et l'autre point, c'est effectivement éditeur de logiciels d'une plateforme qui s'appelle Datamark Neo et qui supervise déjà 16 000 bâtiments sur toute la France. Pour vous donner quelques références, donc la Poste Immobilier, première foncière de France, 8 500 bâtiments, du bureau de poste jusqu'au système de tri extrêmement complexe avec beaucoup de processus, mais qui permettent de router et d'acheminer pas mal de colis. Et voilà, en même temps, la prestation d'énergie management qui permet de suivre l'ensemble des parcs tertiaires de France Télévisions, de concessions automobiles, d'entreprises de distribution spécialisées. Voilà pour vous donner quelques éléments, en tout cas sur ce bureau d'études, Sobre Énergie, et en même temps éditeur. Voilà, on a 150 clients et on réalise environ 300 audits par an pour que vous ayez une idée des audits énergétiques, des audits GTB essentiellement. Résumé dans ce slide, vous voyez donc 3 éléments. Le monitoring énergétique et la mesure des actions de performance énergétique à travers cette plateforme Datamark Neo qui est prête pour l'IA, c'est-à-dire qui embarque déjà des capacités d'IA. Et vous avez peut-être entendu parler notamment d'une brique technologique qui s'appelle Databricks, notamment, et dont on est les utilisateurs les plus importants en France, en tout cas, avec quasiment 2 millions de données qui sont gérées via notre plateforme de manière quotidienne. Voilà. Au niveau des études à travers les audits énergétiques, les audits GTB, bien sûr certifiés au IPI, et maintenant certifiés aussi IPMVP, puisqu'on va de plus en plus dans une logique de performance énergétique, et c'est ce qu'on essaie de pousser auprès des maîtres d'ouvrage, soit à travers des contrats de performance énergétique, ou alors dans une démarche volontariste de manière moins contrainte. Voilà, du management énergétique tout au long du cycle de vie du bâtiment. Voilà, Michel, je voudrais juste que tu t'introduises un petit peu très rapidement avant qu'on enchaîne sur la présentation. Bonjour à tous. Écoutez, je suis absolument ravi d'intervenir ici dans cette magnifique région. Merci pour l'invitation. Et donc, très rapidement, moi, j'ai cofondé il y a près de 6 ans maintenant une entreprise qui vise à financer alors au départ des centrales photovoltaïques, donc à les développer, à les financer et ensuite à les exploiter pour le compte de propriétaires d'immeubles, on va dire, essentiellement, mais aussi en direction des utilisateurs de ces immeubles. Donc ça, c'est un point que j'aurai l'occasion de développer tout à l'heure. Voilà. Notre société, je vous la présenterai tout à l'heure, très simplement, hein. Mais nous avons beaucoup d'argent à dépenser.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah bon, oui, absolument. Nous avons beaucoup d'argent à dépenser et donc je suis ici pour dépenser de l'argent, j'espère avec vous peut-être. On verra ça. Alors, à certaines conditions, tu le préciseras justement, ce sera tout l'objet du débat. En effet. Donc, juste pour rappeler quand même, avant de basculer justement sur cette solution de financement que tu vas nous expliquer, un petit rappel quand même pour poser le débat sur le contexte réglementaire qui se renforce et qui se renforce déjà depuis cette semaine, puisque ça a encore évolué, notamment sur le décret tertiaire. On le verra très rapidement, notamment sur les notes. Donc, simplement que vous ayez en tête les deux piliers qui concernent les parcs tertiaires de manière générale. Le décret tertiaire, bien sûr, avec les exigences de 2030 et les fameuses déclarations, le dispositif éco-énergie tertiaire qui oblige les maîtres d'ouvrage à faire leur déclaration annuelle par rapport, bien sûr, à une primo-déclaration qui a été faite. Et de l'autre côté, le décret BACS, c'est-à-dire l'équipement, le fait de s'équiper de systèmes BACS, Building Automation Control System, avec supposément, normalement, la solution la plus pertinente, c'est-à-dire la GTB, pour des bâtiments dont la puissance nominale est supérieure à 290 kW depuis cette année janvier 2025, et pour les autres, 70 kW de puissance nominale à partir de 2027. Voilà. Et puis derrière, sachez aussi que dans la transition énergétique, il y a d'autres lois, notamment comme la loi LOM et l'IRVE, c'est-à-dire la demande d'électrification va augmenter du fait de l'électrification de la mobilité. Et donc, il faut savoir que c'est aussi un élément à prendre en compte dans ce panel du contexte réglementaire. Là, vous en avez un aperçu encore plus complet. Je vais passer assez rapidement. Sachez simplement que je vais insister simplement sur le volet photovoltaïque, notamment dans le cadre de la loi APER, puisque vous le savez, les ombrières, notamment sur 50% des parkings de plus de 1500 m², sont obligatoires à échéance assez courte, entre 2026 et 2028. Alors, il y a eu des arrêtés qui sont venus préciser en plus ces exigences sur l'année 2024. Si vous voulez, on peut toujours en discuter par la suite, notamment sur notre stand. Mais voilà, ça fait partie des exigences supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et bien sûr, la loi LOM en fait partie. Sans plus attendre, je voulais simplement vous parler de cette actualité sur le décret tertiaire, puisque cette semaine, plus exactement, en fait, le gouvernement démissionnaire a finalement fait du all-in, tout simplement avec le décret tertiaire, et a informé que notamment les notes qui étaient exigibles en affichage public dans tous les bâtiments, normalement, initialement pour juillet 2025, l'attestation sera non obligatoire jusqu'à juillet 2026, donc un an de plus qui a été accordé. Et puis, dans les annexes de cet arrêté qui a été publié donc, vendredi et ajouté au bulletin officiel lundi, eh bien, finalement, les valeurs absolues qui concernent le commerce, qui concernent les services funéraires et le cinéma ont été ajoutées pour permettre tout simplement d'atteindre plus spécifiquement ces objectifs de consommation à 2030 pour mieux tenir compte des spécificités du commerce. Voilà, donc je pense que vous le savez, alors peut-être que ça apparaîtra dans les questions après auxquelles vous aurez peut-être que vous souhaiteriez poser. En tout cas, sachez que ce nouvel arrêté qui est arrivé cette semaine permet, en tout cas, termine le cycle du dispositif éco-énergie tertiaire, et maintenant les notes seront obligatoires et affichables, transmissibles aussi à un éventuel acquéreur. Donc c'est pour ça qu'on parle de ce décret tertiaire, parce que justement on parle des actifs, on parle du financement des actifs, et justement si on n'est pas sur la bonne trajectoire, on risque d'avoir des négociations avec de potentiels acquéreurs. Voilà, donc c'est juste que effectivement si votre site en tant que maître d'ouvrage n'est pas positionné sur la bonne trajectoire, alors il révèle effectivement qu'il y a potentiellement des charges importantes en termes de charges d'exploitation, éventuellement des contrats d'énergie, ou en tout cas de l'énergie, en tout cas en kilowattheure, qui est, peut-être pourrait être optimisé en termes de consommation, un confort d'occupant qui n'est peut-être pas idéal, et en même temps de la perte potentielle de valeur, puisque vous allez devoir
éventuellement négocier à votre futur acquéreur, puisque vous n'êtes pas sur la bonne trajectoire et qu'il y a des travaux potentiels à faire pour se remettre dans la trajectoire suite à la cession de votre actif. Donc déjà, le marché peut potentiellement le prendre en compte et un dispositif, en tout cas des sites ou un patrimoine qui serait identifié comme étant sur la bonne trajectoire aurait normalement une meilleure chance de se valoriser vis-à-vis d'un potentiel acquéreur. Et dans le cadre de changement d'activité, de volatilité du marché de l'immobilier commercial, tertiaire, eh bien, c'est quand même des éléments à prendre en compte dès maintenant. Le rappel de la déclaration annuelle, c'est tous les ans que se font cette déclaration sur Opérate. Opérate qui est mise en œuvre par l'ADEME et qui permet de collecter l'ensemble des déclarations annuelles et qui permettent d'identifier votre trajectoire sur les consommations d'énergie, notamment 2030, qui est la prochaine échéance. Et après, bien sûr, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut passer en mode actif après, en tout cas identifier les travaux, évaluer ces travaux, identifier les gains énergétiques qui sont associés à ces travaux et les gains financiers, bien sûr, pour pouvoir ensuite définir votre plan de travaux. Donc ça, c'est l'objet d'un audit énergétique qui peut s'inscrire dans cette démarche de décret tertiaire pour identifier les sites à enjeu. Donc, juste pour résumer, on commence toujours par une planification, la mise en œuvre des travaux qui s'enchaînent. Et pour être dans les clous de 2030, eh bien, il faut commencer, on va dire, on est déjà quasiment fin 2025, il faut commencer dès maintenant. Alors certains maîtres d'ouvrage ont bien sûr entamé ces démarches-là, mais derrière, il faut potentiellement ensuite mesurer ces résultats et pour le coup, réaliser éventuellement des ajustements en phase d'exploitation. Et là, les mainteneurs, les personnels, voire les gestionnaires de sites doivent être formés à ces meilleures pratiques. Pour ça, ils ont des outils sont possibles. Alors l'audit, on l'a vu, permet d'identifier les actions de performance énergétique et les travaux. Et puis ensuite, il y a des outils qui permettent de mesurer l'impact au cours du temps des actions de performance énergétique. Donc là, vous avez un petit aperçu, par exemple, de la plateforme de Datamark Neo de Sobre Énergie avec un module qui s'appelle le module Mon Éco-Performance. Là, il s'agit vraiment, vous avez peut-être en tête des outils ou des plateformes de monitoring des consommations d'énergie. Là, ça va plus loin, en fait, puisqu'on est les seuls, en tout cas, il nous semble, lorsqu'on parle avec un certain nombre d'acteurs indépendants comme Wavestone ou d'autres, en tout cas à creuser ce sillon, de mesurer la performance énergétique des actions de performance énergétique qui ont été identifiées dans des audits, qui ont été identifiées et mis en œuvre, et afin de vérifier que les promesses et que les objectifs seront atteints. En tout cas, ce module Mon Éco-Performance est vraiment une valeur unique que l'on revendique sur le marché et que l'on essaie en tout cas de pousser auprès des maîtres d'ouvrage, dont la première foncière de France, qui est la Poste Immobilier, et qui déjà utilise ce module sur une quinzaine de bâtiments. Voilà. Je te laisse la main, puisqu'on voulait vraiment rentrer dans le détail sur le mécanisme financier qui permet de financer justement les travaux de performance énergétique dans le cadre d'une démarche d'évaluation. Hein. C'est bien ça, parce que dans le cadre d'un financement et d'un tiers financement, il faut se mettre dans une logique de performance, puisque derrière, il y a des conséquences, et ces conséquences ne sont pas anodines. Michel, je te laisse la main, je te laisse préciser. Merci beaucoup Arnaud. Du coup, je vais galoper là, parce que si on veut avoir 10 minutes pour les questions-réponses, ça me laisse exactement 7 minutes de présentation. Non, merci. Regarde, 14h13, c'est bon. Tout va bien. Alors, donc, très simplement, il y a, je crois, de multiples raisons pour adopter pour la transition énergétique, que ce soit parce qu'il y a des obligations réglementaires, ça Arnaud nous l'a rappelé abondamment, mais aussi parce qu'il y a un intérêt économique à le faire, et puis aussi d'une manière générale, parce que tous, je pense, dans cette salle, on pense que de produire sa propre énergie, ça c'est l'idée de Faraday, hein, c'est de rendre les bâtiments autonomes d'un point de vue énergétique, et ben c'est une bonne chose. Voilà, d'un point de vue éthique en quelque sorte. Alors je ne sais pas très bien qui vous êtes. J'imagine que vous êtes tous des propriétaires d'immeubles, mais peut-être pas que. Donc vous êtes peut-être aussi des locataires ou des utilisateurs d'immeubles. Donc je m'adresse un peu à tout le monde, mais sachez que prioritairement, l'idée qu'on avait, nous, c'était plutôt les propriétaires d'immeubles ou des entités qui gèrent des immeubles. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et je vais également m'intéresser ou m'adresser
aux utilisateurs. Donc Faraday, en quelques mots, c'était une entreprise qui a été fondée par Thomas et moi-même. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre les bâtiments énergétiquement autonomes. Donc pour ça, on a commencé par le photovoltaïque. Et l'idée, c'est de développer et de financer des centrales photovoltaïques. Donc on les finance. Attention, ce n'est pas les propriétaires qui les payent, c'est nous qui les payons. Nous finançons ces actifs dont nous restons propriétaires pendant une certaine période de temps. Grosso modo, 20 ans. Au bout de 20 ans, la propriété de la centrale, elle est transférée au propriétaire qui en fait ce qu'il veut. Voilà. Et juste pour balayer une question éventuelle, les centrales photovoltaïques, on n'a pas encore vu le bout. Hein. Les panneaux, ils peuvent durer des années, des années, des années. On est en train de démonter des panneaux qui ont été montés au début des années 90. Ils sont encore en fonctionnement. Bon, certes, ils sont moins efficaces que les panneaux qu'on monte aujourd'hui, mais ils continuent à fonctionner. Voilà. Donc, ce qui est marqué ici, zéro capex. Alors, encore une fois, ce que nous faisons, c'est que nous étudions, nous essayons de dimensionner les équipements, et puis ensuite, nous voyons dans quelles conditions nous pouvons les financer. Évidemment, nous ne nous contentons pas de financer des centrales photovoltaïques, on va également s'intéresser à la consommation. Donc on va financer des actifs qui permettent de mieux consommer l'énergie produite. Donc en cela, par exemple, des batteries de stockage d'énergie, quand c'est nécessaire ou quand c'est pertinent, des bornes de recharge de véhicules, on appelle ça les IRVE, ou bien aussi de la GTB, donc les outils de gestion technique des bâtiments. Enfin bref, on est au service de l'autonomie énergétique des bâtiments et on est au service du financement de ces choses-là. Voilà, donc je pense que ce n'est pas la peine que je m'étende trop sur cette question-là. Moi, ce que je veux simplement peut-être souligner, c'est que notre démarche, nous sommes une démarche de propriétaire de l'installation. Donc notre intérêt, c'est que l'installation, elle soit montée, elle soit installée avec de la qualité. Notre propos, c'est qu'on n'est pas payé à l'acte. Ça, c'est l'installateur. L'installateur, il intervient, il est payé à l'acte. Une fois qu'il a installé ce qu'il a installé, il s'en va et c'est terminé. C'est vous qui en restez responsable. Nous, on finance et en même temps, on reste responsable du fonctionnement et du bon état de fonctionnement de l'équipement. Voilà. C'est la logique de performance. Voilà. On va passer. Merci beaucoup. Alors, je voudrais très rapidement, alors je ne sais pas si ce slide il est très perfectible, mais enfin l'idée est la suivante. Quand vous avez une centrale photovoltaïque, une batterie à financer, vous avez trois possibilités. Soit vous la financez vous-même sur votre propre bilan, c'est ce qu'on appelle les fonds propres. D'accord ? Donc il y a des plus et des moins qu'on s'est efforcé de mettre là sur ce slide. Soit vous avez recours typiquement à un crédit bail, c'est-à-dire à une banque qui va venir financer, vous apporter un financement pour financer cet équipement. Soit vous avez affaire à un tiers investisseur, ça c'est moi. Voilà. Alors, si on regarde en colonne les plus et les moins, le plus, dans un premier temps, c'est que vous n'avez pas de trésorerie à sortir. Le risque associé au fonctionnement de l'équipement, en fonds propres, évidemment, vous assumez totalement le risque. Par exemple, si vous êtes propriétaire, que vous avez un locataire, si le locataire s'en va, vous avez un problème de vacances locatives, d'accord ? Eh bien, que ce soit en financement au fonds propres ou à travers un financement bancaire, vous portez ce risque-là. Quand vous avez un tiers investisseur à votre côté, c'est lui qui va porter le risque, puisqu'il est à vos côtés. Donc si l'équipement ne tourne pas, parce qu'il n'y a pas de locataire pour absorber de l'énergie, eh ben, c'est le tiers investisseur qui absorbe le risque. Je vous fais un peu l'article là, parce que c'est mon métier malgré tout. Tout ce qui concerne la partie technique, nous assumons la partie technique. On va assumer tout l'aspect chantier. Par définition, nous en sommes les propriétaires. Mais aussi, dans la durée, dans les 20 ans de contrat que je vous ai cités, nous allons assumer le bon fonctionnement de l'installation. Que ce soit la batterie, que ce soit la centrale solaire, etc. Ensuite, il y a des questions d'ordre comptable qu'on a mis dans la 4e colonne. Alors, je ne veux pas m'étendre trop, mais pour ceux que ça intéresse, je suis disponible après la séance sur les aspects consolidation, la nécessité de faire apparaître certains actifs au bilan des entreprises. Ça, c'est plutôt pour les entreprises qui ont des bilans consolidés qui doivent publier. Et puis en ce qui concerne la durée d'engagement, là, pour le coup, c'est le tiers investissement qui est un moins parce qu'on est sur des durées d'engagement beaucoup plus longues, typiquement, que le crédit bail. Alors, écoutez,
encore une fois, là, c'est une autre façon de remettre en perspective ce que nous faisons. Hein. Et l'idée, c'est que, dans un premier temps, c'est que l'entreprise puisse en priorité consacrer les fonds qu'elle a, sa capacité d'endettement, sa capacité de mobiliser des fonds à les activités de cœur de métier, et non pas d'avoir à financer une rénovation énergétique. Voilà, ça c'est notre métier à nous. Voilà, on va peut-être passer là-dessus. Alors, comment ça se monte? Là, c'est quelque chose qui est peut-être important. Parce que tout ça, moi, je ne vis pas d'air pur et d'eau fraîche. Je vous apprends un truc, là, au passage. Et donc, ce que nous avons, c'est que nous avons affaire à un propriétaire avec lequel nous avons un accord de location pour louer le toit, le parking. Que nous avons ensuite un autre contrat avec l'utilisateur, ce n'est pas forcément le propriétaire, à qui nous allons mettre à disposition l'équipement, que ce soit une batterie, une centrale photovoltaïque, et qui va nous verser une redevance pour utiliser cet équipement. Voilà. Et puis, cet équipement, nécessairement, il va générer de l'électricité, mais il va également générer du surplus qui sera consommé sur place, mais également du surplus d'électricité qui, par défaut, sera valorisé auprès des obligations d'achat, du guichet d'obligation d'achat d'EDF. Voilà. Voilà. Écoutez, je vais passer là-dessus parce que je vois qu'il y a un petit sujet sur les 10 minutes, donc il faut que vous ayez assez de temps pour passer les questions-réponses. Donc voilà, grosso modo, le tout en un, c'est Faraday. Quand vous avez un problème énergétique, quand vous avez un problème de financement de votre projet, de projet de transition énergétique, eh bien, il faut d'abord penser à une chose, c'est venir voir Faraday. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en substance. Michel, tu peux peut-être revenir sur le contexte de Odineo, qui est une étude de cas que alors oui, fait, je vous donne un exemple. Voilà, ça c'est une association qui s'occupe de gérer des centres pour héberger ou pour venir en aide aux handicapés. Donc nous travaillons très bien avec cette association qui est dans la région lyonnaise. Faraday, c'est une entreprise lyonnaise à la base. Hein. Je suis un peu perdu ici, je sais plus. Je suis pas en région lyonnaise, non? Non, voilà. Et donc on travaille très très bien avec ces gens-là. C'est une association admirable, comme il y en a bien d'autres en France qui viennent en aide. Il y a des centaines de centres comme ça en France, et ces gens-là ont du mal à vivre. Les subventions leur sont versées très difficilement, et en même temps, ils ont la transition énergétique qu'il faut qu'ils assument, puisque ça résulte d'obligations, mais ça résulte aussi de contraintes économiques extrêmement fortes. Je ne vous fais pas de dessin, c'est des gens qui ont énormément de mal à vivre. Et nous, on accompagne l'association Odineo, on vient leur alléger leurs charges, on leur a résolu leurs problèmes de transition énergétique, on leur a permis d'être dans les clous du décret tertiaire et de la loi APER. Bref, c'est le paradis sur Terre, ça s'appelle Faraday. Voilà, grosso modo. Et il ne vous reste plus que 8 minutes pour les questions, je suis désolé. Voilà, il y avait d'autres études de cas. Maintenant, effectivement, le but, c'est de construire un dialogue. Donc, tu as fait un appel au financement. En tout cas, toi, tu as 60 millions potentiellement sur la table qui permettent d'atteindre, en tout cas, comme tu l'as dit, d'être en conformité réglementaire, mais aussi de réduire les charges d'exploitation et de valoriser les actifs. C'était quand même le sujet. Merci pour c'est un point important. Nous finançons sur fonds propres. C'est-à-dire que vous avez souvent des développeurs solaires qui vous disent « Ok, on va vous financer votre truc, mais… » Quand vous allez lire le contrat, ils vont dire « Ah oui, mais on ne vous finance que si on arrive à trouver un crédit bancaire en face. » Nous, notre engagement, il est inconditionnel. Nous finançons sur des fonds propres. Et donc, le problème du financement bancaire, ça n'est pas le vôtre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est une valeur unique, effectivement, qu'il faut avoir en tête en tant que maître d'ouvrage. Et potentiellement, donc… si vous avez des projets, en tout cas si vous avez la volonté d'agir sur vos actifs, n'hésitez pas à rentrer en discussion avec Michel de manière spécifique. Maintenant, peut-être que ce modèle vous a interpellé, peut-être que vous avez une logique aussi d'évaluation des travaux énergétiques à réaliser avant 2030. Donc l'idée, c'est aussi de partager éventuellement des débats, des interrogations. Et donc, il nous reste 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, sinon, on peut rentrer dans l'étude de cas supplémentaire. Mais le but, c'était de déclencher un débat aussi avec vous. Est-ce qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui souhaiterait prendre la parole, qui souhaiterait poser quelques questions à ce stade? Je vous en prie. Parfait, tout est réglé au millimètre. Bonjour, merci beaucoup. Nicolas Darcon, entreprise Le Bon Tuyau. On fait à peu près la même chose sur la géothermie. Et l'un des sujets clés, c'est la valeur des actifs, ce que vous avez indiqué. Autant c'est très très bien documenté sur les maisons particulières.
dans le particulier par les notaires. Est-ce que vous avez des éléments aussi tangibles sur le tertiaire, qui est soumis au décret tertiaire, avec toutes les conséquences que vous avez évoquées, mais sur lesquelles les données, en tout cas largement, on va dire, communes, sont moins fiables que sur l'habitat aujourd'hui? Je ne sais pas si la question est claire. En gros, Vous parlez de la valeur des actifs, c'est ça? Oui, c'est-à-dire quel est l'impact d'une installation telle que celle-là, ou d'une installation d'énergie renouvelable sur le tertiaire, là vous êtes sur le tertiaire. Voilà. Ouais. Moi, je pense que c'est même plus grave qu'une question de valorisation, hein, pour être clair. Aujourd'hui, il y a un problème de liquidité des actifs qui ne cochent pas les cases de la RSE, que ce soit parce que c'est pas réglementaire. Ces actifs, aujourd'hui, compte tenu du marché de l'immobilier, ils ne sont pas liquides. Autrement dit, vous êtes scotché avec. Enfin, vous, excusez-moi. Les propriétaires d'immeubles qui ne cochent pas les cases énergétiques, aujourd'hui, ils ont un gros problème le jour où ils ont besoin. Et d'ailleurs, on l'a vu à travers les mouvements qu'il y a eu sur la valorisation des SCPI récemment. Il y a de nombreuses SCPI qui ont été amenées à réduire de manière drastique la valorisation. Donc, pour reprendre votre sujet, pourquoi? Parce que c'est une partie de leur portefeuille n'était plus liquide. Voilà. Donc, potentiellement, ça vaut zéro. Parce que quand vous ne pouvez pas vendre un truc, bah voilà. Vous le déconstruisez. Donc, certains acteurs ont même assumé, alors peut-être pour faire un peu le buzz, mais pour assumer clairement la déconstruction de certains actifs, et ils l'ont concédé. Voilà, en tout cas, alors ça c'était inenvisageable, en tout cas il y a quelques années. Et sur l'année 2024, je le rappelle, il y a certaines études de différents instituts sont quand même sorties. C'était vraiment une année horribilis, une annus horribilis pour l'immobilier tertiaire commercial. Le seul qui s'en est sorti, c'est un peu mieux, c'est l'hôtellerie, voilà, qui aujourd'hui peut réinvestir une partie de ses bénéfices pour ses actifs et les remettre à niveau. Voilà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Je ne sais pas s'il y a des questions ou un débat. Oui, là, il y a une question. Oui, bonjour, Maïlik Fala, Université de Rennes. On envisage des couvertures de toiture en vue de protéger nos équipements techniques qui y sont installés. Et du coup, quitte à couvrir la toiture, on se pose la question d'installer du photovoltaïque. Comment est-ce que vous gérez la responsabilité par rapport à l'étanchéité ou à la maîtrise structurelle sur ce type d'installation? Très simplement, parce que lorsqu'on va intervenir pour poser quoi que ce soit sur un toit, on va d'abord faire une étude de structure pour voir si la structure portante est suffisamment solide pour accepter un poids au mètre carré qui est de l'ordre de 15-20 kg au mètre carré, ça dépend du type d'installation qu'on va mettre. Et dans la plupart des cas, alors je ne connais pas très bien le détail, mais tous les systèmes de fixation sont des systèmes homologués. Et d'autre part, nous, on est assurés. Donc notre assureur ne va accepter d'assurer une installation que dans la mesure où toutes les précautions étaient prises. Donc je vous ai parlé de la structure, mais je vous parle aussi bien de l'étanchéité. Dans la plupart des cas, sur les toitures sur les toitures plates en béton, comme on en a autour de nous, les systèmes qui sont posés sont des systèmes lestés. Donc à aucun moment on va poinçonner les étanchéités. Hein, ça c'est quand même bon à savoir. Ceci étant, alors je ne connais pas le détail de vos installations techniques, là, de vos bâtiments techniques, mais on ne va quand même pas se poser sur de vieilles étanchéités. Hein. On va quand même viser des complexes d'étanchéité qui ont moins de 10 ans en général, lorsqu'on se pose quelque part. Ça, c'est intégré, mais c'est plus sur la question de monter une superstructure qui soit plus haute que simplement du panneau posé. Alors après c'est une question de PLU. Il faut voir un petit peu les règles de la construction. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Bien entendu, tout ce que nous faisons, nous, ça doit répondre exactement aux règles d'urbanisme qui sont édictées dans l'endroit où vous êtes. Je ne sais pas mieux vous répondre avec les éléments que vous me donnez. Je vais peut-être m'attarder rapidement sur un point, parce qu'on parle de l'Université de Rennes, donc c'est manifestement quelque chose qui va être soumis à marché public, cette affaire-là. Donc nous sommes, ce que nous proposons, ce que nous trouvons de mieux pour l'autoconsommation de l'énergie produite, donc à la fois la concession du bâtiment et l'autoconsommation, c'est ce qu'on appelle les marchés de concession de travaux. Alors si vous pouvez garder ça par rapport à votre projet, et on est prêt à accompagner non pas simplement le projet d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue contractuel.
Donc ça, c'est une de nos forces. On a une équipe juridique très costaud. Je m'excuse, je fais un peu de pub là encore. Et on est aussi bien capable d'accompagner les collectivités locales et tous les acteurs de la commande publique. Voilà. Michel, on doit s'arrêter là. C'était passionnant. Donc effectivement, il y a d'autres véhicules juridiques comme le MGPEPD, etc. Mais ça nécessiterait une conférence en soi. En tout cas, je vous remercie pour vos questions et pour votre intérêt. Très bon après-midi. Et vous pouvez nous retrouver sur le stand 01 Sobre Énergie. Merci beaucoup.